Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com et je suis ravie de vous accueillir à nouveau en présence de Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada, merci beaucoup pour l'organisation de ce dernier webinaire de l'année 2021 en présence de deux grands intervenants pour lesquels nous sommes vraiment extrêmement ravis de pouvoir les accueillir tous les deux ce soir. On leur donnera bien sûr le temps pour chacun d'entre eux de se présenter. Et puis merci à l'ensemble des participants, évidemment toujours fidèles et nombreux à nous suivre à l'occasion de nos différents webinaires que nous animons depuis maintenant un petit peu plus d'un an, puisque nous avons créé ce webinaire le 11 mai 2020, qui était vraiment la première période, je dirais, de déconfinement. Et puis donc, nous sommes maintenant effectivement à près d'une trentaine de webinaires que nous avons animés avec Nada. Et nous sommes très heureux, effectivement, aujourd'hui, de proposer une thématique passionnante. Et Nada, donc, je te laisse le soin peut-être de présenter nos deux invités exceptionnels. Tout à fait, je remercie également Bisense, la plateforme de référence en veille sur la e-santé qui soutient à nouveau l'événement de ce soir. Je remercie l'ensemble des participants qui sont connectés depuis la plateforme Zoom ou YouTube, qui nous suivent depuis la France et de l'étranger, pour parler ce soir des neurosciences et de comment elles peuvent nous aider tous à mieux gérer les émotions dans un cadre professionnel. Et pour tenter de répondre à cette question, nous orienter, partager des bonnes pratiques, nous sommes ravis d'accueillir Dr Bernard Anselem, qui est médecin, qui a un master en neuropsychologie, qui est auteur et conférencier. Donc, il a à son actif de nombreux ouvrages sur lesquels on va naturellement le questionner. Bonsoir, merci de cette invitation. Merci beaucoup de votre disponibilité, Bernard. J'accueille également Dr Fanny Nussbaum-Paganetti, qui est CEO du centre Sirène, qui va nous en dire un peu plus parce qu'on est curieux d'en apprendre davantage. Vous êtes chercheur associé en psychologie et neurosciences à l'Université de Lyon. Fanny, bonsoir et merci de votre présence. Bonsoir Nada, bonsoir à tous, merci à vous. Peut-être dans montrer, justement, tu étais en train de montrer l'ouvrage. Et oui, absolument. Un excellent ouvrage, un best-seller dans le titre. Et donc, le secret des performants. Et donc, ce sera d'ailleurs une très, très belle occasion d'aborder avec Fanny Nussbaum, justement, donc la richesse de ces travaux de recherche, justement, et on est très, très impatient d'en découvrir, je dirais, les grandes lignes et les belles découvertes avec l'ensemble de nos participants. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire en complément, ma chère Nada. Voilà. Bonne transition, merci beaucoup, cher Jean-Luc, parce que la performance, bon, on en rêve tous. Les secrets des performants et le lien avec les neurosciences. Je me tourne vers vous, Fanny, pour cette première question. Quelle est la relation entre les neurosciences, entre nos capacités cérébrales et la performance? Et pourquoi peut-être cet ouvrage, bon, on n'a pas 3-4 heures, mais peut-être le challenge, c'est de nous expliquer en quelques minutes peut-être la genèse et les messages que vous souhaitez passer à travers cet ouvrage. Alors en plus, et là, je crois que vous connaissez je ne sais pas si on doit dire capacité ou mes tendances à la digression, donc je vais essayer d'être le plus concise possible. Le lien, en fait, c'est un lien qui explique ou qui dit que le cerveau fonctionne en grande partie de façon inconsciente. Donc, il traite l'information en grande partie de façon inconsciente. Et en fait, ce que j'explique dans le secret des performances, c'est que cette
ce traitement inconscient, il est très rapide, c'est un traitement heuristique, c'est-à-dire qui va fonctionner on pourrait dire de façon assez abductive et intuitive. Et en fait, ce traitement-là nous permet souvent, enfin en tout cas c'est mon hypothèse, de faire des choix plus rapides et de prendre des décisions plus rapides et d'agir plus rapidement, donc d'aller vers la performance. Donc tout ne repose pas là-dessus puisque je pars d'une théorie sur un nouveau modèle de l'intelligence que je propose, avec l'intelligence comme un état et pas comme une capacité. Mais voilà, pour le dire rapidement, c'est le lien, je le fais principalement à cet endroit-là. Il y a d'autres, mais on pourra en parler ensuite. Merci beaucoup, chère Fanny, pour cette introduction. Qu'en est-il de votre dernier ouvrage, cher Bernard, Les secrets cachés et les pouvoirs cachés de notre cerveau? Oui, alors l'histoire de la genèse de ce bouquin, c'est que j'étais toujours épaté par les tas de livres des scientifiques sur les neurosciences, hein, des gens hyper brillants comme Damasio, Stanislas Dehaene, Lionel Nakache, un peu tout, et tant d'autres, hein, bien entendu. Donc c'est toujours passionnant. Et d'un autre côté, il y a des livres qui sont des livres de management, de leadership, d'éducation, de pédagogie. Et j'ai souhaité faire un livre qui fasse le lien entre ces deux mondes. J'ai souhaité dresser un pont entre ces deux univers, c'est-à-dire expliquer les conseils de management ou expliquer les conseils de développement personnel que l'on voit dans des tas d'ouvrages, les expliquer à partir des neurosciences de nos grandes fonctions cérébrales. Dire pourquoi certaines stratégies fonctionnent et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. Et donc, c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre en partenariat avec Emmanuelle Joseph Dailly, qui, elle, est plus orientée justement dans le conseil aux entreprises, qui a une grosse expérience dans le conseil aux entreprises. Donc, on a croisé un petit peu nos expériences et on les a appliquées à quelques domaines bien précis, parce que, bien sûr, on ne peut pas tout embrasser en un seul volume. On s'est intéressé à l'intelligence émotionnelle, à la prise de décision. Donc là, je rejoins un petit peu ce que vient de dire Fanny sur l'intuition. À la motivation, aux motivations intrinsèques, à l'adaptation au changement, à l'adaptation au stress, à l'intelligence relationnelle et à l'intelligence collective. Donc, on a traité ces sujets en partant de la théorie des neurosciences et pour aller, les chapitres sont construits comme ça, on part de la théorie, mais toujours en restant très simple, à un niveau très, très compréhensible par tous, et en allant vers les applications pratiques. Excellent, merci beaucoup, cher Bernard, pour proposer cette transition. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, évidemment, on va essayer de travailler un petit peu en miroir ce soir, donc lors de ce webinaire, en partant du titre respectif de chacun de vos ouvrages. Alors, Fanny, elle parle de performant, Bernard parle de talent, mais pas forcément sur le même prisme. Alors, la première question s'adressera donc à Fanny. Merci beaucoup, Fanny, encore une fois, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, dans votre ouvrage, vous présentez un certain nombre de profils que vous qualifiez donc les esprits paresseux, mais juste avant de pouvoir peut-être commencer à en parler, première question, pourquoi cette fascination sur la question de la performance? Pourquoi sommes-nous tellement fascinés sur la question de la performance? Ce sera donc la première question et on invitera Bernard de répondre à cette même question en abordant l'autre question, pourquoi cherche-t-on à identifier le talent justement de ce qui se trouve à l'intérieur de notre activité cérébrale. Alors Fanny, pourquoi sommes-nous tellement fascinés par la question de la performance?
Je vais vous dire déjà pourquoi moi j'étais fascinée par cette question et pourquoi j'ai décidé de la traiter. Parce que ça m'était, j'avais l'impression, comme, je crois beaucoup de gens, qu'il y avait quelque chose de magique dans la performance, qu'il y avait une sorte de chance, de hasard, de baguette magique qui s'était posée sur la tête, des performants, que ce soit des chefs d'entreprise, des sportifs, des artistes. Et voilà, j'avais la je ne voyais pas forcément le lien ou de pattern particulier, qui les reliait. Et d'un autre côté, j'étais un peu, je sais pas si je peux dire déçue, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, j'étais circonspecte par mon sujet d'études, ouais, d'accompagnement habituel qui est l'intelligence, où, on a et moi comprise pendant très longtemps, parlé d'intelligence pour parler, de ce que j'appelle les phylocognitifs, c'est-à-dire ces personnes qu'on peut appeler aussi surdouées, précoces, au potentiel, et cetera. Et c'était là qu'on plaçait l'intelligence. Or, je crois que dans l'inconscient collectif, il y a une sorte de conflit, interne chez nous tous, qui est que, on est tous d'accord pour dire que c'est pas vraiment ça l'intelligence. On est tous d'accord quand on nous demande, ce que c'est que l'intelligence pour dire on tourne, on tâtonne autour de la question de l'adaptation, on sent qu'il y a un truc qui se passe chez quelqu'un qui est, ce que j'appelle en intelligence ou intelligent. On sent qu'il y a un petit supplément d'âme, mais on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et en revanche, quand on demande aux gens, si vous demandez à vos copains, copines, de citer quelqu'un d'intelligent, ben, ils vous parleront de quelqu'un qui réfléchit bien. Donc, voilà, je trouvais qu'il y avait cette confusion ne me satisfaisait pas et je suis allée vers l'idée que l'intelligence est davantage du côté de ce qui me fascinait, et donc de la performance. Merci beaucoup Fanny. Alors du coup, puisque vous étiez la première à être fascinée par cette question de la performance, et puis ensuite voilà, vous en avez rédigé donc un excellent ouvrage, on s'est régalé en le lisant. Merci. Et donc je pose la même question du coup sur un versant un petit peu différent, puisque de l'extérieur on parle évidemment de la question de la performance qui fascine, et puis de l'intérieur, Bernard a souligné l'intérêt de développer les talents cachés de notre cerveau. Alors, à l'intérieur, comment ça se passe, comment ça fonctionne, cher Bernard? Le cerveau est-il talentueux, cher Bernard? Alors oui, il est talentueux. Le cerveau était façonné par des millions d'années d'évolution et de sélection naturelle. Donc c'est la machine la plus complexe actuellement connue dans l'univers. C'est 100 milliards de neurones, c'est-à-dire beaucoup plus que d'humains sur la Terre. 100 milliards, c'est pas 100 millions, c'est 100 milliards. Et chaque neurone est connecté à 5 à 10 000 autres neurones, ce qui fait que on a à chaque instant 1 million de milliards de connexions qui se forment dans notre cerveau à chaque instant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, alors 1 million de milliards, ça ne veut rien dire, hein, c'est trop gros, on réalise pas. Pour réaliser, imaginez les grains de sable qui sont sur une plage, et cette plage aurait la taille de la France. Donc voilà, 1 million de milliards, c'est à peu près ça. Et tout ça à chaque instant dans votre cerveau. Donc c'est une machine extrêmement complexe. Il n'est pas question de pouvoir comprendre et tout englober, hein, ce serait prétentieux. Par contre, on peut arriver à isoler quelques grandes fonctions, quelques grandes lois. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire d'une part de parler des grands réseaux du cerveau et de leur trouver des applications, une fois qu'on a compris ces lois, de leur trouver des applications pratiques dans le monde du travail. Un exemple, il y a plein de gens dans le monde du travail qui pensent encore qu'on doit maîtriser ses émotions, qu'on doit les supprimer. Donc, de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup. Et donc, ces gens-là vont essayer donc d'étouffer leurs émotions. Et comme ça n'est pas possible, bien sûr, ils n'y arrivent pas. Et comme ils n'y arrivent pas, ils vont se mettre en échec. Et en se mettant en échec, vont apparaître des doutes, une baisse de l'estime de soi, une comparaison aux autres,
Et donc une baisse de l'énergie, une baisse de la motivation et une inhibition de l'action. Les gens vont se dire, ben non, je suis pas capable parce que je n'arrive pas à me contrôler. Et donc, c'est vraiment dommage. Le simple fait de savoir comment fonctionnent les réseaux des émotions, qui nous montre que les émotions apparaissent avant la conscience et avant la pensée consciente, eh bien, ça nous permet tout simplement de comprendre qu'on ne peut pas les maîtriser, qu'il faut simplement les accepter. Et ce simple fait-là va libérer notre cerveau pour faire autre chose. Plutôt que de se battre contre ces émotions, on va pouvoir être ouvert à d'autres stratégies, des stratégies d'acceptation, etc. Donc, ce simple exemple montre quel est l'intérêt des neurosciences pour améliorer ses performances au travail. Justement, donc puisque vous abordez effectivement cette question des émotions, donc nous allons explorer du côté de Fanny, justement, sur la question des émotions qui correspond à un symptôme sociétal aujourd'hui. Hein. On parle beaucoup de la question des émotions, mais quand on parle des émotions, s'agit-il, chère Fanny, d'une certaine forme de performance, hein. Donc quelque part je fais simplement un lien qui n'est peut-être pas forcément opportun, mais finalement quand on parle d'intelligence émotionnelle, hein, puisque c'est très 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 contemporain aujourd'hui, s'agit-il pour autant de développer son niveau de performance? Fanny, qu'en pensez-vous? Alors pour moi, c'est pas le cas. En fait, dans le modèle que je propose, ce que je propose, c'est que nous sommes tous dotés de capacités. Chacun a généralement une capacité qui est un petit peu meilleure que celle de son voisin. Donc il va y avoir des capacités, je l'ai dit là pour la phylocognition, c'est-à-dire des capacités de pousser un raisonnement assez loin. Il va y avoir des capacités athlétiques, des capacités, je sais pas, techniques, etc. Et puis il va y avoir aussi des capacités émotionnelles. Donc il y a, alors si je reprends le terme intelligence, même si je suis pas d'accord avec ce terme intelligence dans ce cas-là, mais Howard Gardner a listé 7, puis 8, puis 9, puis 10 et puis il dit que c'est encore ouvert, mais je pense qu'on pourrait citer une centaine de capacités humaines si on prend vraiment toutes les nuances. Donc nous sommes tous dotés de plein de capacités et nous avons tous quelques capacités dans lesquelles nous sommes un peu meilleurs que nos congénères. Et donc, en fait, l'émotion, pas plus que certains ont plus de capacités dans le registre émotionnel. Ils sont plus capables de comprendre l'émotion d'autrui. Ils sont plus capables de simuler en eux ce que peut éprouver l'autre. Ils sont plus capables d'être en relation avec l'autre, de lui donner l'écoute ou les mots que l'autre attend. Donc, certains ont de meilleures capacités dans ce domaine-là. Mais ça ne fait pas d'eux des gens plus performants. Et en fait, je pense que le problème aujourd'hui, notamment dans l'entreprise, parce que je crois que, ou dans le travail en général, hein, je crois que c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est que on s'est trompé quand on valorisait ce que Bernard a très bien décrit, ce raisonnement à tout prix, avec ces gens qui sont là, qui sont des bons hommes, que ce soit des hommes ou des femmes. Et les émotions, c'est pas pour moi. Moi, je réfléchis. J'ai un cortex préfrontal dorsolatéral de malade et j'inhibe à fond, etc. Et donc on a beaucoup valorisé ça jusqu'à présent et puis on a vu que ça ne créait pas, que d'embaucher un CV mirobolant sur ce plan-là, ça ne créait pas plus de performance justement. Donc on s'est dit: «Bon, le problème est il faut aller chercher d'autres capacités» et donc maintenant on va chercher ce qu'on appelle les soft skills et on se dit: «Ben, voilà, maintenant que je suis allée chercher des robots, je vais chercher des gens qui sont un peu plus humains. Donc je vais chercher le taux d'humanité chez ces personnes-là et je crois, mais vraiment c'est mon avis, c'est mon observation, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, mais je crois que ça ne fonctionne pas plus, qu'en fait,
c'est mieux pour l'environnement social, c'est mieux pour bien s'entendre, la communication non violente, être bien les uns avec les autres. Oui, l'ambiance est plus sympa au travail, mais je ne crois pas que ça crée davantage de performance. En fait, ce dont je pense que ça crée plus de performance, c'est justement peu importe qu'on soit doué ou pas dans le domaine des émotions, c'est que comme Bernard l'a très très bien dit, qu'on accueille ces émotions d'abord, qu'on les laisse vivre en soi, et même si c'est la colère ou quelque chose de pas très politiquement correct, et surtout qu'en fait on utilise pardon pour le chat, je suis désolée, j'aurais dû le bâillonner avant. C'est tellement naturel, au contraire. Ouais. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Là, en plus, je devrais le gronder parce que bon, peu importe. Oui. Donc, qu'on utilise son raisonnement. Alors souvent, et je vais pas digresser longtemps, pardon, hein, mais Voilà. souvent on m'a fait un faux procès parce que je dis quand je réponds à une interview, je dis rapidement qu'en fait quelqu'un qui est performant, c'est quelqu'un qui laisse tomber le raisonnement pour aller vers son intuition. Et donc souvent, on m'a fait ce procès que je trouve injuste, qui est de dire mais comment vous dites du mal du raisonnement, mais où va le monde, vous mettez en avant Franck Ribéry ou telle personne de télé-réalité. Si c'est ça l'intelligence, ma bonne dame, où est-ce qu'on en est, quoi. Or, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui est en performance, qui est en état, ce qui pour moi dans mon modèle est le plus haut degré de l'état d'intelligence, la performance, parce que c'est celui où on va pouvoir révéler le mieux ses capacités, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine athlétique, philo-cognitif, eh bien, celui qui est en performance, ou quand nous avons tous été en performance à un moment de notre vie, nous avons abandonné le raisonnement au moment où il n'était plus utile à l'action. Et nous, surtout nous Français, nous avons beaucoup tendance à nous noyer dans le raisonnement et à servir le raisonnement pour le raisonnement qui nourrit encore le raisonnement, etc. Et ça, je crois que ce n'est pas bon pour la performance. Donc la performance, c'est arriver à lâcher prise à un moment et à laisser prendre les rênes à son intuition. Merci beaucoup, ma chère Fanny, parce que du coup, ça nous permet de prendre conscience que finalement, à trop regarder ce qui se passe autour de nous, donc la question de l'environnement, on risque de se perdre dans le sens où on risque plutôt de s'accommoder sur ce qui serait raisonnablement commun, ce qu'il faudrait adopter, alors que peut-être qu'il faudrait regarder un petit peu plus à l'intérieur de soi, c'est-à-dire avoir peut-être une vraie réflexion sur ce qui se passe dans son propre fonctionnement. Et justement, merci beaucoup Fanny de nous apporter cet éclairage, parce que du coup, cher Bernard, on va vous demander qu'est-ce qui se passe finalement dans le cerveau, dans le sens où vous avez écrit dans votre ouvrage qu'il fallait que le cerveau puisse s'éveiller. Mais pour s'éveiller, encore faut-il être à l'écoute de son cerveau. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes d'explication et pourquoi pas de quelques recommandes actions, hein, puisque c'est ce que vous avez un peu indiqué dans votre ouvrage, et après on viendra sur la réflexion très, très intéressante de Fanny pour aller justement sur la question des paresseux. Ça nous intéresse beaucoup aussi. Alors, cher Bernard, de l'intérieur, que faut-il faire? Que faut-il regarder? Voilà. La phrase du fronton du temple de Delphes que tout le monde connaît, hein, connais-toi toi-même, hein, c'est le royaume des cieux qui sera ouvert, hein, et qui a été repris par Socrate. Et donc cette phrase, elle doit résonner en nous, parce qu'effectivement, le fait de se connaître, le fait de connaître comment on fonctionne, va nous permettre d'une part de mieux se comprendre, bien sûr, d'autre part de mieux comprendre les autres, mais surtout de choisir les démarches les plus efficaces, de ne pas s'épuiser en stratégie improductive, et puis de trouver du sens, de trouver un moteur, quelque chose qui nous donne envie d'avancer, parce que quand on se connaît, quand c'est vraiment ce qui nous fait bouger, ce qui nous enthousiasme, eh bien, on a beaucoup plus de force pour avancer, et pour affronter les difficultés. Et puis, et une fois qu'on se connaît, on va mieux s'engager dans l'action, et donc, pour rejoindre ce que disait Fanny, on va être plus performant au sens noble du terme. Et donc, un exemple, se connaître, c'est par exemple être capable d'identifier ses émotions quand elles sont à un niveau relativement bas. Tout le monde est capable d'identifier une émotion quand elle est très, très importante, très intense, hein,
quand on est dans une angoisse forte ou dans une colère proche de la fureur, voilà, c'est relativement facile. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de ressentir les petits signes, soit à travers son corps, soit à travers ce que l'on ressent au niveau cognitif, mais dans les deux cas, c'est-à-dire de repérer les petits indices qui vont nous dire, tiens, là, je suis en train de 3 points de suspension. Et donc, cet intérêt-là, ça me rappelle l'histoire d'un sage bouddhiste à qui on disait, mais pour vous, c'est facile, vous êtes toujours d'humeur égale. Et donc, le sage a répondu, mais détrompez-vous, j'ai exactement les mêmes émotions que vous, sauf que je les vois venir de loin et je peux les tenir à distance. Et donc, c'est un peu le connais-toi toi-même, c'est un peu ce but, ça va être de repérer les émotions qui ne sont pas désirables. Hein. Bien entendu, toutes les émotions sont utiles, mais dans certains cas, elles peuvent nous déborder. Et donc, c'est de les repérer au moment où elles apparaissent pour dire, bah, tiens, ça, je l'accepte parce que je vais pouvoir l'utiliser, ou ça, je ne l'accepte pas parce que je sais que je vais m'emporter, soit au niveau de la peur, soit au niveau de la colère, soit au niveau du découragement, de la tristesse, etc. Donc, se connaître grâce aux neurosciences, mais grâce à la psychologie, grâce à l'expérience, grâce à la philosophie aussi, grâce aux lectures des grands auteurs. Se connaître en général, c'est quelque chose qui nous permet de mieux réagir, de mieux se connaître et de mieux utiliser nos comportements. Merci beaucoup Bernard. On a encore besoin d'être convaincu, cher Bernard et Fanny. C'est pour ça qu'on a encore d'autres questions à vous poser, bien sûr. Puisque dans le monde du travail, justement, on a besoin, et Bernard, vous l'avez dit, que connais-toi toi-même, c'est-à-dire qu'il faut faire, j'ai envie de dire, des efforts. Voilà, des efforts pour permettre de mieux comprendre. Pour autant, chère Fanny, dans votre ouvrage, on était très très attentifs pour découvrir finalement quels sont les performants, parce qu'évidemment, il y a eu effectivement ces exemples que vous avez qualifiés des esprits paresseux, et c'est le mot paresseux qui a attiré notre attention, parce que visiblement, pour être performant, faut-il du coup lâcher prise, mais ou peut-être vivre des expériences, et dans les différentes illustrations que vous avez proposées, parce que nous sommes effectivement très attentifs sur des exemples très très concrets, et vous avez pris cette initiative de présenter quelques esprits paresseux qui sont paradoxalement performants, et pourriez-vous nous en dire un petit peu davantage, parce que ça intéresse toutes celles et ceux qui, dans le monde du travail, considèrent que le travail, c'est peut-être aussi une épreuve, c'est peut-être un effort, voire une souffrance. Écoutez, vous avez choisi de rompre un petit peu avec ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces fameux esprits paresseux? Alors oui, je romps avec ça, mais sans rompre vraiment, à vrai dire. Ah d'accord. C'est plutôt Bon. une provoque qu'autre chose. Une provocation, d'accord. Mais en termes d'expérience, peut-être, voilà. C'est ça. Et donc, alors, j'ai interviewé pour les besoins de mon livre 16 performants. Frédéric Michalak, le joueur de rugby, Mélanie Astel, qui est 6 fois championne de France de voltige aérienne en n'ayant pas eu son bac au départ. Qui d'autre? Emmanuel Durand, le patron de Snapchat. Je vais vous en dire encore 2 ou 3 et puis après j'arrête. Oui, bien sûr. Vous avez donc Anaïs Richardin, Emmanuel Durand, vous avez évoqué Gaël Bonnel, voilà. etc. D'accord, parfait. Voilà, et Francis Kurjan, qui est un grand parfumeur, etc. Et donc, voilà, bon. des personnes de tous les domaines. Et pourquoi je les ai appelés les esprits paresseux? Oui. Parce que donc en fait, je me suis référée à Daniel Kahneman, que vous connaissez probablement, qui est psychologue, mathématicien, qui a eu en 2002, je crois, le prix Nobel de l'économie, bizarrement. Et en fait, donc, Daniel Kahneman, dans un livre qui s'appelle en français Système 1, Système 2,
il parle des deux types de pensées que nous avons conjointement dans le cerveau, qui sont un type qu'il appelle système 1, un type de pensée très rapide, plutôt inconscient, qui va faire des raccourcis, qui va faire des probabilités pour pouvoir nous faire agir rapidement. Donc on pourrait qualifier ça d'intuition, encore une fois, pensée heuristique, abductive, etc. Et puis, un système 2 qui est davantage, pas complètement, mais davantage à l'avant du cerveau, avec le cortex préfrontal ou ce qu'on appelle, nous, le réseau exécutif qui est plus actif. Et celui-là est beaucoup plus conscient, il est beaucoup plus lent, et il est beaucoup plus laborieux, il ne peut faire qu'une chose à la fois, etc. Et en fait, ce que Daniel Kahneman explique dans système 1, système 2, c'est que, en fait, souvent, nous sommes victimes de biais cognitifs. On connaît bien aujourd'hui les biais cognitifs, et que pour arriver à penser correctement et à apprendre correctement, en fait, il faudrait taire notre esprit paresseux. En fait, ce sont les esprits paresseux qui ne font pas cet effort de rester en préfrontal, mais c'est pas, il le dit pas exactement comme ça, mais qui ne font pas cet effort de labeur, d'être vraiment dans cette pensée qu'on appelle aussi algorithmique, et qui passent directement dans l'autre mode, ou qui reste dans l'autre mode, peu importe comment on le voit. Voilà, donc en fait, je reprends cette idée de Kahneman, mais je l'interprète autrement. Pour moi, justement, ces esprits paresseux, ce sont ceux qui savent justement ne pas trop rester dans ce réseau exécutif, ne pas trop rester dans cette pensée algorithmique, et passer en automatique, et passer dans cette pensée rapide, et arriver à déclencher l'information plus vite, à être dans l'autonomie, ce que j'appelle l'autonomie émotionnelle et sensorielle, c'est-à-dire à arriver à pousser une idée de façon autonome, en étant le moins possible influencé par l'air du temps ou par un écosystème, la pression d'un écosystème. Et puis, ce que j'appelle aussi la conscience totale, c'est-à-dire cette pensée à 360 qui fait que quand on est en performance, on est comme quand on vole sur une balançoire, on est connecté à l'univers, comme on dit beaucoup de performants que j'ai interviewés. On n'est pas en train de regarder le petit bout de la lorgnette, on est en train de vraiment sentir le monde, je dirais. D'accord. Donc je suis votre raisonnement qui est passionnant en tous les cas dans la métaphore que vous avez souhaité illustrer à travers justement ces exemples extrêmement concrets, c'est qu'il faudrait faire peut-être de la place du coup, faire de la place dans un environnement qui nous en laisse de moins en moins. Oui. Voilà. Alors évidemment, les exemples que vous proposez, ce sont effectivement des personnes qui ont des histoires extraordinaires, enfin qui sont assez captivantes et pour lesquelles on pourrait imaginer qu'ils ont fait un travail peut-être aussi expérientiel ou un travail personnel ou peut-être à l'occasion aussi de leur environnement finalement dans lequel ils évoluent, où ils ont peut-être fait de belles rencontres à la fois professionnelles mais aussi à travers leur passion. Donc il y a toute je dirais, des concours de circonstances qui probablement ont donné cette traduction finalement que vous avez extrêmement bien indiquée. Et d'ailleurs, il y a une expression qu'on a beaucoup aimée dans le chapitre 4 de votre ouvrage. Vous avez parlé le cœur du performant, parce que là, vous avez parlé de l'autonomie émotionnelle, évidemment, parce qu'on est quand même dans les neurosciences. Mais juste avant, vous avez indiqué que c'était quelque part de quelque chose de central, le cœur du performant. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose peut-être qui se travaille probablement comme on doit prendre soin effectivement de soi, prendre soin de son cœur. Donc il y a quelque chose probablement qui nécessiterait peut-être d'entretenir finalement, donc de trouver des modalités pour garder cette espèce de sérénité qui apporte effectivement tous ces intérêts, en tout cas toutes ces valeurs. Alors merci infiniment. Donc Fanny, alors eh bien du coup on va poser la question à Bernard, puisque il semblerait de toute façon qu'il faudrait quand même porter quelques efforts finalement pour bien
faire en sorte que notre cerveau puisse s'adapter à notre environnement. Alors, est-ce que vous avez identifié, peut-être prenant appui aussi aux neurosciences, eh bien, quelques, non pas des recettes, hein, parce qu'on aime beaucoup les recettes, hein, voilà, qui permettent aussi de prendre soin de soi, mais qu'est-ce que vous avez, je dirais, souhaité mettre en avant en termes de préconisation, puisque c'est quand même, voilà, donc les exemples que vous avez donnés, est-ce qu'il y a quelques exemples qui pourraient vraiment nous intéresser, cher Bernard, à travers vos découvertes? Alors, oui, des exemples, il y en a une pléthore, mais dans quel domaine exactement Alors, plutôt dans la maîtrise des émotions, puisque c'est le sujet central qui, paradoxalement, occupe le terrain du monde du travail, puisque, sans faire de jeu de mots, chère Fanny, mais au travail, on demande aux acteurs d'être performants, hein. C'est un discours qui est encore très très présent. Puis en plus avec le contexte de la crise sanitaire, évidemment, donc voilà, c'est un mot important. Et puis de l'autre côté, être performant, ça peut faire souffrir aussi. Donc ça veut dire que ça touche aussi sur les émotions. Il faut prendre soin de soi. Donc très concrètement, peut-être sur le registre des émotions, parce que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et pour lequel sans doute il serait intéressant de découvrir ce que les neurosciences ont pu, je dirais, permettre de proposer en termes de recommandations. Voilà. Il ne s'agit pas de proposer quelques exercices, mais simplement de savoir quels sont quelques éléments qui seraient tout à fait intéressants pour apprendre à mieux connaître ses émotions et à mieux les appréhender, voilà, pour ne pas dire les gérer, hein, parce que c'est une expression. C'est ça, et peut-être pour aller plus loin, justement, voilà. J'allais dire gérer, contrôler, maîtriser. Bon, voilà, comprendre. Il faut laisser ses émotions s'exprimer, il faut bien les connaître pour mieux vivre avec et puis mieux les utiliser. Et peut-être pour compléter la question de Jean-Luc, dans un contexte de crise, dans un contexte de confinement, déconfinement, dans un contexte d'incertitude qui rajoute peut-être une tension supplémentaire aux conditions de travail qui ne sont pas égales entre les personnes. Oui, alors déjà en temps normal, l'entreprise concentre un tas de contraintes, hein, les résultats, les objectifs, la concurrence, les délais à tenir, les réglementations et bon, le monde de la santé encore plus, puisqu'il est encore plus exigeant, on n'a pas le droit à l'erreur dans le monde de la santé. Donc, on a cet amoncellement de contraintes qui vont générer des émotions fortes et qui vont générer également des doutes. Et en plus de toutes ces contraintes habituelles, si on peut les appeler comme ça, habituelles, on a cette crise sanitaire qui vient rajouter d'une part de l'incertitude, d'autre part pour certains de l'isolement, et d'autre part pour d'autres, au contraire, la surpopulation dans un espace relativement restreint. Et donc des tas de sources de tension émotionnelle qui viennent se surajouter à toutes celles qu'on connaît déjà en entreprise. Donc développer ses compétences émotionnelles, ça n'est pas anodin, c'est quelque chose qui me paraît assez fondamental. Et la première des notions, celle qui est commune à toutes les stratégies qui ont été étudiées par les chercheurs, c'est l'acceptation. L'acceptation, tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, les émotions vont se produire à notre insu et dans un temps beaucoup plus court que nos réflexions. Donc, on est obligé de les accepter. Et le fait de les accepter va permettre de déculpabiliser, va permettre de dédramatiser, puisqu'on comprend ces émotions sont naturelles. Hein, on ne va pas se reprocher d'avoir de l'hypertension ou d'avoir de la fièvre. Enfin, on ne va pas se reprocher une émotion. C'est une production naturelle de notre organisme. C'est une fonction de défense, hein, l'émotion. C'est une fonction de défense de l'organisme. Elle nous apporte des informations, donc elle est là pour sélectionner des informations importantes. Donc, on va l'accepter et donc ça dédramatise, ça déculpabilise et donc ça laisse notre cerveau disponible pour trouver des stratégies. Par exemple, si on a une angoisse, une anxiété quelconque au travail ou chez soi d'ailleurs, eh bien, on va, une fois qu'on a accepté cette émotion, ça va nous permettre de choisir une stratégie, puisqu'on aura déjà fait un peu baisser la tension en l'acceptant. D'autre part, le fait de savoir qu'une émotion est temporaire
qu'elle ne dure pas plus que quelques minutes, sauf si on va l'entretenir. Hein. Après, on tombe dans des troubles de l'humeur, c'est autre chose. Mais une émotion, si on ne l'entretient pas, elle s'efface un petit peu comme passent les nuages. Et donc, on va choisir une stratégie, soit une stratégie d'action, hein, en utilisant son corps, comme par exemple le contrôle respiratoire, la cohérence cardiaque, ou la pleine conscience, ou l'exercice physique, ou l'exposition à la nature. Ou alors une stratégie cognitive qui va être d'apprendre à voir les choses de notre angle, qui soit moins stressant et qui soit plus favorable. C'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive en thérapie. Et il y a des tas de façons de développer cette réévaluation. Ça peut être se mettre à la place de l'autre, ça peut être se rappeler nos propres forces, ça peut être de l'imagerie mentale, s'imaginer dans un environnement agréable. Il y a des tas de petites stratégies comme ça qui nous permettent de voir les choses différemment et donc d'être plus constructifs et de ne pas s'enfermer dans nos peurs ou dans nos colères ou nos ressentiments pour trouver plutôt des solutions plutôt que de chercher à s'autocritiquer ou à chercher des coupables. Très bien. Alors justement, pendant que vous étiez en train d'exposer cette belle réflexion, cher Bernard, avec des réponses médicales aussi, hein, parce que c'est important, la question des émotions, elle doit aussi être appréhendée sur le plan médical, hein, parce que évidemment, ça peut générer donc des effets secondaires, hein, naturellement, hein, lorsque les émotions ne sont pas tout à fait bien appréhendées. La question qui était sous-jacente en lien avec ce que vous venez de dire, et là je m'adresserai à Fanny à nouveau. Alors, Fanny, c'est une proposition que l'on vous fait, mais c'est une interprétation de notre part, donc on peut se tromper naturellement. Donc, vous nous direz, et non, ce n'est pas tout à fait exact, mais dans votre ouvrage, vous avez indiqué justement que l'intelligence est un état. Alors, nous, on l'a compris comme quelque chose peut-être de statique, voilà. Donc, c'est un état, c'est-à-dire voici. Mais c'est peut-être pas ça. Et donc du coup, la performance serait-il quelque chose de dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait d'obtenir autre chose. C'est-à-dire, voilà, c'est un petit peu cette grille de lecture qu'on a essayé de comprendre. C'est-à-dire que si on a cette intelligence qui est là, mais dont on ne sait pas quel usage on pourrait en faire, un usage approprié, eh bien, on ne pourrait pas forcément, le traduire comme quelque chose qui pourrait, prendre une forme plus ou moins singulière, hein, de performance, parce que vous avez bien indiqué que la performance est quelque chose de pluriel, hein. Elle peut avoir plusieurs visages, hein. Une performance a plusieurs visages, mais voilà, donc c'est la question qu'on voulait vous poser, puisqu'on va aborder effectivement en lien avec les neurosciences, hein, mais finalement, quand on dispose de ce qu'on appelle un capital, si on n'en fait rien, effectivement, ça ne sera pas forcément confiable. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion, entre l'intelligence et la performance? Super, merci de cette méga perche tendue. D'accord. Allez-y. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que ce capital dont vous parlez, Jean-Luc, ce sont les capacités. Et que jusqu'à présent, on a confondu les capacités avec l'intelligence. Qu'on a tous des capacités qui vont un jour s'exprimer et un jour ne pas s'exprimer. Ou une minute s'exprimer même et l'autre minute ne pas s'exprimer. Et donc, j'explique que l'intelligence, qui a souvent longtemps été confondue avec les capacités, n'est pas la capacité, mais le révélateur des capacités. Donc, c'est un état qui est, vous l'avez dit ensuite, dynamique, et qui est changeant, qui est fluctuant, comme les états de l'eau, ou un état, tous les états qui peuvent être émotionnels, ou l'état méditatif, quand on est en état de méditation. C'est un état qu'on peut apprendre à connaître, mais qui est quand même fluctuant. Donc, voilà, c'est un état qui est le révélateur des capacités. Et ensuite, ce que j'explique, c'est que il y a une gradation qui évidemment n'est pas aussi franche que ce que je propose, hein. Je propose 3 degrés de l'état d'intelligence. Donc,
bien sûr que c'est un continuum, il n'y a pas hop, on passe une marche et puis on passe à l'étape d'après, mais je propose qu'il y a ces 3 états. Donc d'abord, le plus bas, comme quand on parle de l'état de conscience, on va parler du coma où on est en conscience minimale, mais ça fait quand même partie des états de conscience. Et dans l'intelligence, le niveau le plus bas de l'état d'intelligence, c'est, je l'ai appelé l'antiphase. On n'est pas en phase avec son environnement. Et quand on n'est pas en phase avec son environnement, peu importe les capacités qu'on a, imaginons qu'on ait de grandes capacités athlétiques, et à ce moment-là, si on est, moi je m'intéresse pour des raisons personnelles beaucoup au tennis, donc imaginons que l'on soit les uns et les autres Roger Federer, quand Roger Federer ou quand on est Roger Federer et qu'on a ces capacités athlétiques et même mentales d'ailleurs hors du commun, il y a quand même des jours, des moments où on n'arrive rien à faire avec sa raquette, où il n'y a pas un coup droit qui passe, ou en tout cas moins que d'habitude, etc., etc. Donc à ce moment-là, on n'est pas en état d'intelligence. On a ces capacités-là, elles ne bougent pas ou elles bougent très peu, mais comme les fondations d'une maison, on peut dire qu'elles bougent, mais globalement, c'est une structure qui reste. Mais l'état, lui, peut évoluer. Donc, quand on est en antiphase, on est au plus bas niveau de son état d'intelligence. Ensuite, il y a l'état ou le degré du milieu que j'ai appelé la compétence, où cette fois-ci, on est en phase avec son environnement. Et pourquoi je l'ai appelé compétence? J'ai repris le terme compétence parce qu'en fait, quand vous pensez à quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui va savoir répondre. C'est pas quelqu'un de proactif, c'est pas quelqu'un qui vient vous voir, c'est quelqu'un que vous allez voir et qui sait répondre en général. Donc, quand on est en compétence, on n'est pas forcément proactif, mais on sait répondre et on est plutôt adapté à son environnement, en phase. Et puis, l'état supérieur, ce que j'appelle le Graal de l'état d'intelligence, c'est quand on arrive à montrer le maximum de ses capacités et qu'on crée un effet waouh chez ses congénères. Donc là, c'est Roger Federer qui va arriver à faire un service complètement illisible et qui va faire un ace ou qui va faire tout un match où on se demande où il est, comment il fait pour avoir ses jambes de chat, etc., etc. Mais ça peut être aussi le philo-cognitif qui va produire une pensée extraordinaire alors que le matin même, il était en antiphase et alors qu'il sait super bien penser, qu'il sait produire un raisonnement extraordinaire, le matin, il avait la pensée embourbée, il n'arrivait pas à trouver ses mots, etc. Donc, c'est en ça que ma proposition est peut-être un peu… Alors là, je n'ai pas du tout parlé de neurosciences, veuillez m'en excuser, je pourrais en parler ensuite, mais voilà, je peux en parler maintenant rapidement pour ne pas manger le temps de Bernard. J'ai une théorie qui est en fait, j'ai repris, comment s'appelle-t-il? Ça y est, j'ai perdu son nom, je crois que c'est Beatty et son équipe, il faudra que je le vérifie ou que vous le vérifiez, qui a proposé qu'en fait, les gens qui sont en créativité, Bernard vous a parlé, je crois, du système de science ou des 3 réseaux, il me semble que vous avez évoqué, donc les 3 grandes autoroutes de l'information, il y a le réseau exécutif, le default mode network et le mode de réseau par défaut quand on laisse sa pensée vagabonder. Et puis le 3e réseau qui fait garde de triage entre les deux, qui est le système de science. Et donc le système de science, il nous permet d'être aux aguets, on va dire, émotionnel et sensoriel. Et en fait, normalement, quand on fonctionne de façon normale, le système de science nous fait passer d'un réseau à l'autre, mais on n'est jamais dans les 2 réseaux DMN et réseau exécutif en même temps. Et en fait, ce que l'équipe de Beatty a montré, et pour moi c'était un super étonnement, c'est que quand on est en période de créativité, on a les 3 réseaux qui fonctionnent en même temps. Et donc, on a le DMN qui est un peu le leader, mais qui fonctionne avec le réseau exécutif. Et ma théorie, c'est que quand on est en performance, on est en créativité top, et que justement, ces 3 réseaux fonctionnent en même temps. Et j'aimerais prouver ça. Merci beaucoup pour cette explication extrêmement étayée, d'ailleurs, qui vous a beaucoup plu et qui nous a beaucoup plu. Alors, on aura 2 questions qui ont été posées, en tout cas par les participants, parce que justement, ça les passionne également. Juste avant, donc, Bernard, vous allez intervenir également sur cette même question qui vous a été indirectement posée par Fanny, d'ailleurs. Donc, du coup, ça va vous permettre aussi d'apporter des éléments complémentaires. Et puis ensuite, on va ouvrir donc sur les 2 questions qui ont été posées là, justement, par rapport à ce que vous évoquez. Et puis, on terminera par une première
dernière question, disons, en lien avec les neurosciences, parce que ça nous intéresse aussi beaucoup, puisque c'est quand même en lien avec le sujet qui nous intéresse. Alors, cher Bernard, du coup, qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pourriez je voulais d'abord, réagir, votre je suis réaction. très intéressé par ce travail, là, parce que c'est effectivement assez révolutionnaire. Oui, et Je regarde dans mon livre en même temps. Parfait. Oui, moi, ça me rappelle les travaux de Csikszentmihalyi, là, qui est un des fondateurs de la psychologie positive avec Mais oui, pardon. et donc qui lui a parlé de la notion de flow. Et la notion de flow, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on est en compétence, on est en communication avec les autres, et chacun va apporter une force et on ne voit plus le temps passer, on est complètement absorbé par sa tâche et on va être hyper performant. Et pour être dans cette notion de flow, Csikszentmihalyi nous dit qu'il faut que, d'une part, la tâche ne soit pas trop simple, sinon on va s'ennuyer, mais qu'elle soit pas trop compliquée, sinon on va se mettre en échec. Et donc, on est en compétence et on est porté justement par ce flow. Et il y a peut-être des liens avec ces recherches-là. Et pour rebondir sur le réseau de science dont parlait Fanny tout à l'heure, ce réseau de science, ça va être la gare de triage, l'aiguillage plutôt, l'aiguillage, qui va orienter l'attention, la concentration, la focalisation de l'attention, le focus sur un domaine plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que soit on est dans son monde intérieur et on vagabonde, ou alors on est concentré sur une tâche bien précise. Et donc, Daniel Kahneman parlait dans son bouquin, le système 1, système 2, nous disait que quand on est dans une situation incertaine ou complexe, eh bien on va basculer en mode attentif et en système 2, alors que quand on est dans un univers que l'on maîtrise, on va être, donc c'est l'intuition dont parlait Fanny. Enfin, je ne sais pas si Fanny l'appelle l'intuition, je ne sais pas comment elle l'appelle, mais quand on maîtrise et qu'on est dans un univers connu, qu'on a l'expérience, eh bien, on est dans cette force intuitive. Alors que quand on est dans un univers incertain, inconnu, qui a quelque chose d'imprévu, là, notre réseau de science va nous dire, tiens, là, il faut se concentrer et il faut rechercher de l'information, il faut être attentif. Et donc, l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles, puisqu'on peut effectivement… Fanny a parlé de compétences quand même, de capacité. Capacité. C'est justement de pouvoir basculer facilement de l'un à l'autre en se disant, dans tel domaine, tiens, là, il faut que je fasse attention parce que mes émotions peuvent me tromper. Ou alors, dans tel autre domaine, il faut que j'arrive à ressentir ce que mon intuition me dit et pouvoir être en phase avec soi-même. Fanny, vous voulez compléter peut-être? Allez-y. Fanny, vous voulez compléter avant qu'on aborde les deux questions qui ont été posées, peut-être par rapport à ce que Bernard vient de dire. Juste un point. Je suis vraiment ravie parce qu'on ne se connaissait pas avec Bernard et en fait, c'est agréable aussi d'être sur la même longueur d'onde qu'un intervenant avec soi. Et alors voilà, juste pour la référence, donc c'est Beatty et Alter et collaborateurs. En effet, Beatty, B-E-A-T-Y. C'est une publi qui date de 2016 et qui s'appelle Creative Cognition and Brain Network Dynamics. Voilà. Donc, le mieux, c'est de se procurer directement l'ouvrage de Fanny, Le secret des performants, qui est nourri de références extrêmement passionnantes sur le sujet. Voilà. Et bien sûr, il faut le compléter avec celui de Bernard Anselem naturellement, puisque ça va permettre de pouvoir apporter toute la complétude finalement de ces échanges extrêmement riches. Maintenant, on va passer aux questions, parce que Nada a deux questions en tous les cas qu'on va essayer de rassembler. Allez-y justement, cher Nada, vas-y. Alors, résumer les questions en 6 minutes. Beau challenge, Jean-Luc, merci beaucoup. Alors, on a eu pas mal de questions avec la posture du manager. Donc, vous en avez un petit peu parlé, mais donc, je vais essayer de les résumer. Donc, en tant que manager, comment équilibrer entre l'envie de lâcher prise
et la motivation de ces équipes. Beaucoup de questions revenaient autour de l'absentéisme, autour de la démotivation, comment identifier qu'une ou plusieurs personnes sont en train de perdre pied. Donc moi, en tant que manager, quelle posture avoir et quelle attitude, aussi bien par rapport à mes propres émotions que par rapport à celles de mon équipe. Peut-être Fanny pour commencer. Merci. En fait, je me réfère souvent à une étude Gallup qui nous dit que 9% seulement des gens se disent heureux au travail et qui complète par une autre étude Gallup qui dit que 6% des gens seulement se sentent engagés dans leur travail. Donc, je ne sais pas vraiment les 3% qui se sentent pas engagés mais heureux. Bon, ça laisse un flou artistique, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très, très, très parlant. Et en fait, quand on creuse, donc ça veut dire quand même que 91% des gens se sentent entre moyennement et carrément malheureux dans leur travail. Et je crois que toute la question de la motivation, je pense qu'on pourrait la poser autrement. C'est-à-dire que quand on demande à ces gens qui sont malheureux dans leur travail, ce qui pourrait arranger leur sort, la plupart du temps, ils ne vous disent pas l'argent. Alors peut-être qu'ils le pensent, mais en tout cas, ce qui vraiment est fondamental pour eux, quand ils répondent, ils disent c'est trouver du sens à ce que je fais et c'est me sentir reconnu dans ce que je fais. Et quand on creuse un peu, ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce que c'est qui donne du sens à ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on se sent reconnu dans ce qu'on fait? C'est la différenciation. Et nous, on a tendance à souvent chercher davantage l'inclusion, l'intégration, l'assimilation des gens, que ce soit à l'école quand on est plus petit ou dans le milieu du travail, plutôt que la différenciation, parce qu'on a peur de cette différenciation. Et donc, je crois que une des clés, peut-être pas la seule, mais en tout cas une des, c'est quand on est manager, c'est d'aller chercher avant tout, c'est prendre un petit risque, le petit risque d'aller chercher la différence de chacun. C'est-à-dire de dire à chacun des siens, de son équipe, en fait, j'en ai rien à faire de ce que tu peux faire comme les autres. Aussi bien que les autres, c'est pas mon problème. Ce que je veux savoir, c'est comment tu peux faire différemment des autres. Et là, je crois que ça permet à chacun de redonner du sens et je cite souvent cette pub que j'aimais beaucoup, je pense qu'on peut citer une marque, en plus ça n'a rien à voir avec notre sauce, enfin un peu quand même la santé, mais c'était une pub du McDo qui disait «Venez comme vous êtes». Et je crois que c'est encore plus que venez comme vous êtes, c'est venez avec votre différence. Et quand on pousse les gens à montrer leur différence, ça veut dire à montrer leurs capacités spécifiques, je crois que simplement ils se sentent mieux et ils travaillent mieux et ils sont plus performants parce que ils donnent du sens et ils se dépassent. Merci Fanny. Votre vision, Bernard? Oui, alors pour aller dans le sens de Fanny et pour prolonger ce qu'elle vient de dire, je pensais aux managers du XXe siècle, des Trente Glorieuses, où leur travail, c'était de transmettre des consignes et de vérifier que les consignes soient bien appliquées. Donc le monde était beaucoup plus industriel, il y avait beaucoup moins de variété de fonctions. Et là, actuellement, on demande aux managers de donner envie, justement, de donner envie à chacun de révéler sa part de créativité, sa part d'authenticité et de singularité. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour un manager ou pour un dirigeant, bien entendu. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir que le dirigeant ou le manager active les réseaux du désir et de la motivation chez chacun de ses collaborateurs. Et ça, c'est pas simple, parce que d'abord, il faut les connaître, et puis il faut leur donner du sens, il faut qu'ils trouvent leur motivation, il faut leur donner du sens. Donc, pour cela, il faut, notamment en période de crise ou quand les personnes sont perturbées, la première chose, ça va être le feedback. Déjà, demander aux gens comment ils vont, est-ce qu'ils se sentent bien ou pas. Ça a l'air simple, mais c'est très difficile à faire. Quand on est un cadre, c'est très difficile à faire psychologiquement de demander aux gens comment ils vont, est-ce que ça se passe bien, et que les gens répondent d'une façon ouverte,
sans craindre de contraintes derrière. Et donc, il faut une sécurité psychologique, le droit d'avoir des états d'âme, d'être perturbé. Il faut de la confiance, faut laisser aux gens l'autonomie. Il faut de la reconnaissance du travail bien fait. Il faut de l'empathie, faire attention aux gens. Donc tout ça, c'est très exigeant. Hein. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la motivation, les chercheurs Deci et Ryan parlaient de motivation intrinsèque et ils les avaient classés en 3 catégories. L'affect, l'envie de comprendre et l'envie d'autonomie. Et donc moi, je les avais traduits en 3 verbes, aimer, agir et apprendre, les 3, ou alors aimer faire comprendre aussi, aimer faire comprendre. Et donc, j'en parlais dans le dernier TEDx, là, et c'est une fois qu'on a réussi à déterminer ses propres motivations, quand on arrive à savoir vraiment ce qui nous motive au-delà des motivations matérielles superficielles, hein, avoir une belle maison, partir en vacances, etc. Mais quand on va au-delà et qu'on sait vraiment ce qui nous motive, là, on a une force incroyable pour affronter les difficultés. Et donc, le travail du dirigeant, du manager, ça va être justement d'essayer de donner du sens et de la motivation à chacun des équipiers pour qu'ils donnent le meilleur de soi. C'est passionnant. Alors, on arrive effectivement à la fin de notre webinaire et on va essayer de conclure en essayant de rapprocher la question des neurosciences et puis la question finalement qui intéresse tout le monde, hein, c'est quels sont je dirais, les secrets, les talents, les outils, les méthodes, je dirais les modalités très opérationnelles afin de pouvoir répondre à ces questionnements, à ces craintes, à ces appréhensions. Alors, pour conclure peut-être, est-ce que vous êtes tous les deux, vous avez un point commun, tous les deux, vous êtes passionnés par les neurosciences. Vous êtes passionnés par les neurosciences à travers vos travaux de recherche, à travers vos découvertes et puis à travers le croisement finalement de tout ce que vous avez pu mettre en visibilité. Pensez-vous, et ce sera peut-être le mot de conclusion, mais pensez-vous que les neurosciences ont encore à nous apprendre, si vous voulez, sur justement les questions que l'on se pose et les besoins que l'on exprime, hein, puisque avoir des outils, des méthodes, des éléments de compréhension, c'est la demande quotidienne. Pensez-vous que les neurosciences constituent, je dirais, une manière peut-être de mieux appréhender, de mieux comprendre, peut-être aussi de mieux vivre tout simplement? Fanny. Je dirais que oui et non. Bon, les neurosciences ont encore plein de choses à nous apprendre en soi, parce que on est loin d'avoir vraiment tout compris. On a parlé par exemple très longtemps et depuis peu, mais très longtemps quand même de plasticité cérébrale et puis aujourd'hui on voit quand même qu'elle a ses limites, etc. Donc voilà, on en découvre toujours et encore, et je pense que vraiment, comme Bernard l'a dit, 86 milliards de neurones ou 100 milliards à la louche. Et puis sans compter les cellules gliales c'est vraiment tout un univers on en est quand même qu'au balbutiement finalement des neurosciences. Donc en soi, dans l'absolu, les neurosciences ont plein de choses on a plein de choses à découvrir avec les neurosciences. Après, dans l'entreprise, je suis contente que Bernard ait remis au même niveau un petit peu neurosciences, psychologie, philosophie, parce que je crois que, disons que je suis très contente et flattée qu'on m'invite beaucoup pour parler de neurosciences, mais je suis quand même consciente aussi que c'est un sujet qui est très à la mode et qu'en fait on est finalement je vais me tirer une balle dans le pied, mais c'est pas si extraordinaire que ça. C'est extraordinaire, c'est génial de comprendre comment ça fonctionne, mais après, je crois qu'il faut pas faire du scientisme pour le scientisme, vous voyez, et qu'avoir un état d'esprit, une philosophie derrière. J'ai adoré que Bernard parle de Spinoza, on peut et d'Aristote. Je crois que c'était Aristote ou Socrate, pardon, pour Deviens qui tu es. Non, c'était pas Deviens qui tu es, c'était Connais-toi toi-même, pardon.
devient qui tu es, ce serait plutôt niche. Donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on arrive à recontextualiser les neurosciences au sein de ce qui est pour moi le plus important, c'est la philosophie, avec dedans la psychologie. La oui, on fait souvent intervenir les philosophes parce nous sommes tous à la recherche du bonheur et les philosophes nous rappellent, je dirais, à notre vulnérabilité. Donc, évidemment, il est toujours intéressant quand même de s'intéresser sur notre vulnérabilité et peut-être qu'on trouvera le bonheur finalement sur un certain nombre de choses, je dirais, de l'ordre de la nature, tout simplement, proche de la nature. Mais bon, il y a un autre sujet aussi qui est tout à fait en lien avec les neurosciences, hein, c'est l'intelligence artificielle. Hein, c'est un sujet éminemment d'actualité. On pourrait faire un webinaire là-dessus et vous inviter à nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a plein de questions effectivement qui restent aussi en suspens et qui nous intéressent beaucoup. On parle par exemple des technologies augmentées hein, permettant de pouvoir améliorer, je dirais, le niveau de performance. Donc, on pourrait aussi aborder ces sujets-là. Bon, il y a vraiment une passion là-dessus. Mais bon, pour revenir effectivement sur ce mot de conclusion, Bernard, souhaitez-vous réagir par rapport à ce que Fanny vient d'aborder en rendant hommage à effectivement aux sciences humaines et puis vous, quel regard vous portez effectivement sur la portée quelque part des neurosciences? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'on devrait s'y intéresser encore parce comme dit Fanny, on en est au balbutiement? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut apporter, je dirais, des éléments de réponse complémentaires avec tous les travaux de recherche que de nombreux scientifiques mènent actuellement, dont vous faites partie naturellement? Allez-y. Oui, je voulais donc aller dans le sens de ce que Fanny disait. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît encore relativement peu de choses du code neuronal, c'est-à-dire de pourquoi est-ce qu'une pensée va emprunter tel chemin plutôt qu'un autre dans les neurones. On en connaît encore relativement peu. On commence à peine à comprendre pourquoi. Et donc souvent, j'entends parler de neurosciences dans des par des personnes qui font de la consultation. Et en fait, ils parlent souvent de psychologie comportementale, de psychologie scientifique, mais ce ne sont pas des neurosciences cognitives. Hein. C'est une autre partie de la psychologie. C'est une démarche scientifique aussi. Hein. Oui. Et donc, à mon avis, les neurosciences nous servent le principal intérêt, c'est de nous donner du sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne notre réseau, eh bien, ça va nous donner du sens pour appliquer des connaissances de psychologie ou de management ou de philosophie. Un exemple, on parlait tout à l'heure de motivation, eh bien, le fait de savoir que le réseau de la récompense va être activé aussi bien par un sourire ou un travail bien fait que par une barre de chocolat ou par une bouteille d'alcool, par exemple, eh bien, ça donne du sens parce qu'on va se dire, plutôt que de manger du chocolat ou de boire de l'alcool ou d'aller jouer au casino, je vais plutôt essayer d'apprendre un truc qui me fait plaisir, par exemple. Mais ça reste à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans le détail. Pour rentrer dans le détail, les psychologies comportementales sont plus intéressantes, à mon avis. Et puis, pour revenir sur le futur. Donc, oui, voilà. Il y a des notions qui m'intéressent. Alors, bien sûr, il y a toute l'interface homme-machine, il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais il y a aussi des recherches actuellement qui sont passionnantes, qui sont sur la neuromodulation au niveau des réseaux de neurones. C'est-à-dire que les réseaux de neurones artificiels, hein, on commence à comprendre comment des groupes de neurones vont interagir entre eux, comment ils vont être régulés entre eux. Donc là, on n'est plus dans la neuroplasticité, on n'est plus dans la transmission d'une information d'un neurone à l'autre, on est dans la régulation de différents réseaux. Pourquoi est-ce que justement, par exemple, le réseau de Science va arriver plutôt et va orienter notre attention plutôt sur un domaine plutôt qu'un autre. Donc là, on est dans la régulation de l'ensemble des réseaux. Et ça, on est vraiment au tout début. Hein. On appelle ça, c'est pas la neuroplasticité, c'est la neuromodulation. Et on est vraiment au début. Et je pense que on va trouver des choses intéressantes à dire dans ce domaine. Donc, nous aurons le plaisir de vous revoir, Fanny
et Bernard, du coup, puisque compte tenu des travaux de recherche que vous allez poursuivre, compte tenu des prochains ouvrages que vous allez publier, donc forcément nous sommes déjà avides et passionnés par ce que vous avez partagé ce soir et par ce qu'on a lu dans vos différents ouvrages, puisque vous avez publié plusieurs ouvrages, et donc du coup, nos auditeurs seront ravis de vous lire à nouveau, de vous rencontrer, de vous écouter, voilà, parce que c'est tout simplement passionnant, tout ce que vous nous avez partagé ce soir. Merci infiniment, chère Nada. Je te laisse prendre la parole, peut-être pour le mot de conclusion. Voilà, Nada. C'est difficile de conclure après les interventions de Fanny et de Bernard, et c'est vrai que ça invite à un nouvel échange sur site, je l'espère. Nous vous inviterons avec grand plaisir sur le campus Montparnasse à Paris dès la rentrée pour reprendre aussi des activités sociales et des échanges qui font bien aux neurones, qui font bien à nos cerveaux, aussi bien aux neurones miroirs qu'aux autres, qui font bien aux émotions également et qui font avancer les choses et qui nous permettent d'apprendre les uns des autres. Un grand merci Fanny, un grand merci Bernard de vos interventions. C'était un vrai plaisir de vous écouter et puis de prendre ce recul, parce que je pense que c'est important, savoir prendre le recul, observer et puis le lâcher prise. Optimiser son énergie, ça c'est une bonne chose. Et ce que vous disiez Fanny par rapport alors c'est pas être paresseux dans le sens fainéant, mais optimiser l'énergie et choisir ses combats. Et je pense que c'est important de le rappeler. Grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Cet échange était enregistré et sera naturellement disponible en replay sur la chaîne YouTube de Manager Santé. Encore merci Jean-Luc d'avoir co-animé ce webinaire avec nous. Le plaisir est toujours partagé et nous invitons évidemment à nouveau, encore une fois, nos participants à acquérir les derniers ouvrages de Fanny Nussbaum et de Bernard Anselem, qui constituent une richesse, je dirais, de réflexion et puis de propositions permettant de mieux comprendre tout simplement voilà, ce qui se trame dans les arcanes effectivement de notre esprit et les résultats que cela peut apporter, en tous les cas, surtout dans le monde du travail, voilà, qui nous met bien à l'épreuve là depuis un an et demi. En tout cas, merci infiniment. On est vraiment ravis de vous avoir tous les deux au même moment et dans le croisement de vos réflexions et les synergies que vous mettez en visibilité. Donc, merci infiniment. Merci à tous. Et nous mettrons vos ouvrages en référence pour les personnes qui sont intéressées un maximum. Un grand merci à nouveau à Vicens, la plateforme de référence en e-santé. Portez-vous bien, très bonne soirée et à bientôt. Passez de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.